Ces camions sont la preuve vivante que la rareté et la fonctionnalité peuvent marcher main dans la main, bien qu'elles boitent de parfois un peu. Ils ne cherchaient pas à être conventionnels, ils n'essayaient pas de passer inaperçus. Ils cherchaient à résoudre des problèmes de manière que personne d'autre n'avait imaginé, ou simplement à exister comme une déclaration de principe. Et dans ce processus, ils ont créé des machines qui nous font aujourd'hui nous demander comment diable quelqu'un est parvenu à ces idées. Mais elles fonctionnaient, et certaines, des décennies plus tard, le font encore, défiant le passage du temps et la logique, en particulier les derniers postes de cette liste. Commençons. Numéro 11, Citroën Type H. France, 1947. Lorsque Citroën a présenté le Type H en 1947, l'Europe se remettait encore de la guerre. Les matériaux étaient rares, les budgets serrés et les entreprises avaient au besoin de transports abordables plutôt que de style. Les ingénieurs de Citroën ont répondu avec une camionnette qui ignorait complètement l'esthétique conventionnelle et se concentrait sur la praticité. Le résultat fut un véhicule qui semblait fait de pièces recyclées d'avions, des panneaux latéraux plats, des nervures apparentes et des tôles de métal ondulées parcourant toute la carrosserie. Cette finition ondulée n'était pas décorative. Elle ajoutait de la rigidité à des panneaux d'acier mince, permettant à Citroën d'économiser du poids et du matériel tout en maintenant la résistance structurelle. Cette approche reflétait les techniques de construction aéronautique et rendait la camionnette légère et durable. Le Type H utilisait la traction avant et une carrosserie monocoque, quelque chose de révolutionnaire pour un véhicule commercial à cette époque. La majorité des camionnettes utilisaient encore des châssis à longerons et la traction arrière. En plaçant le groupe motopropulseur à l'avant, Citroën a obtenu un plancher de chargement bas et plat et une zone carrée qui pouvait être utilisée sur toute sa hauteur. Pour les commerçants, cela était transformateur. Un boulanger, un plombier ou un électricien pouvaient se tenir debout à l'intérieur de la camionnette. Charger des objets lourds demandait moins d'efforts. La porte latérale coulissante et la large ouverture arrière rendèrent l'accès simple. Le Type H est devenu omniprésent en France et plus tard dans d'autres pays européens. Il a servi d'ambulance, de fourgon de police, de véhicule postal, d'atelier mobile et de stand de marché. Dans les zones rurales, il était souvent le seul lien motorisé entre les villages et les villes. Ce qui rend le Type H étrange, c'est qu'il n'a jamais essayé de paraître moderne. Durant ses 34 ans de production, la forme de base a à peine changé. Tandis que les voitures évoluaient avec des ailerons, des courbes et des lignes anguleuses, le Type H restait une boîte industrielle. Son identité visuelle est devenue intemporelle à force d'entêtement. Même dans les années 70, les nouveaux Type H semblaient être des reliques d'une autre époque. Aujourd'hui, la camionnette est célébrée comme une icône du design. Des exemplaires restaurés se transforment en café mobile et en food truck, appréciés pour leur caractère. Mais sa renommée cache son but original. Être bon marché, résistant et utile dans une économie endommagée. Numéro 10. Bedford. CA. Royaume-Uni, 1952. Présentée en 1952, la Bedford CA est apparue à un moment où les petites entreprises britanniques se développaient. Les magasins, les commerçants et les entreprises de services avaient besoin de véhicules commerciaux légers qui soient abordables, compacts et faciles à entretenir. Bedford, la branche commerciale de Vauxhall, a livré une camionnette qui allait devenir familière sur les routes britanniques pendant plus d'une décennie. Le trait le plus frappant de la CA était sa face de bulldog. Au lieu d'un long capot ou d'une conception de cabine avancée complète, Bedford a créé un avant court et arrondi qui abritait le moteur tout en maintenant le véhicule compact. Cela donnait à la camionnette une apparence amicale, presque de dessin animé. Mais la forme n'a pas été choisie pour son charme. C'était une solution d'aménagement qui permettait une longueur totale courte tout en conservant l'accès au moteur pour l'entretien. Mécaniquement, la CA était simple. Elle utilisait des moteurs à essence éprouvée, une suspension simple et des composants robustes que les ateliers locaux pouvaient réparer. Cela la rendait idéale pour les petits opérateurs qui ne pouvaient pas se permettre des temps d'arrêt ou des réparations spécialisées. La camionnette était proposée en plusieurs styles de carrosserie. Fourgon fermé, pick-up, minibus et châssis cabine pour des carrosseries personnalisées. Elle est devenue la favorite des services de livraison, des entreprises de services publics et même des ambulances. Ce qui rend la Bedford CA étrange avec le recul, c'est à quel point elle semble étroite et haute. Comparée aux camionnettes modernes, elle paraît presque fragile. Des roues petites, des piliers minces et une protection minimale contre les impacts reflètent une époque différente de la conception des véhicules. Cependant, dans son contexte, elle était parfaitement adaptée aux routes et à l'économie britannique d'après-guerre. Elle pouvait naviguer dans les rues étroites, stationner dans des espaces réduits et charger suffisamment pour le commerce local. Numéro 9, GMC DUKVB, États-Unis 1942. Parmi tous les camions classiques étranges,
aucun n'efface la ligne entre véhicule et embarcation aussi complètement que le GMC-DUKW, développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le DUKW n'a pas été conçu pour le style, le confort ou la longévité. Il a été construit pour une tâche brutale: transporter des hommes et des fournitures depuis les navires directement vers des côtes hostiles. Les camions conventionnels ne pouvaient pas faire cela, et les bateaux ne pouvaient pas déplacer facilement la cargaison une fois qu'ils atteignaient la terre. Le DUKW a résolu ce problème en étant les deux. Basé sur le camion militaire éprouvé GMC-CCKW de 2,5 tonnes, le DUKW utilisait le même groupe motopropulseur de base et de nombreuses pièces communes. Les ingénieurs ont ensuite enveloppé ce noyau mécanique dans une coque en acier étanche, y ont placé une hélice à l'arrière et ont ajouté un gouvernail relié au volant. Le résultat était un camion amphibie à 6 roues motrices, capable de sortir d'un navire de débarquement, de nager dans des eaux agitées et de grimper directement sur une plage sous le feu ennemi. Plus de 20 et 1 000 DUKW ont été produits entre 1942 et 1945. Ils ont été utilisés de manière extensive sur les théâtres du Pacifique et de l'Europe, plus célèbrement lors des débarquements de Normandie. Leur valeur était immédiate. Là où les quais avaient été détruits ou n'existaient pas, les DUKW livraient des munitions, de la nourriture et des fournitures médicales directement depuis des navires ancrés vers la côte. Ils pouvaient ramener des soldats blessés vers des navires hôpitaux sans avoir besoin d'embarcations de débarquement spécialisées. Ce qui rend le DUKW si étrange, c'est qu'il n'a jamais été complètement un camion ou un bateau. Sur terre, il était haut, lourd et plus lent que les camions standards. Sur l'eau, il était plus lent et moins agile que les bateaux construits à cet effet. Cependant, dans l'espace étroit entre la mer et la terre, il n'avait pas de rival. Ce rôle transitionnel a défini son existence. Après la guerre, de nombreux DUKW y ont été vendus à des opérateurs civils. Certains sont devenus des bateaux de travail dans des ports et des systèmes fluviaux. D'autres ont été transformés en véhicules touristiques, donnant naissance aux Dock Tours qui opèrent encore dans des villes du monde entier. Numéro 8, GM, Futurliner, États-Unis, 1940. À la fin des années 30 et au début des années 40, General Motors voulait montrer au public à quoi pourrait ressembler l'avenir. La compagnie a créé la Parade du Progrès, une exposition itinérante qui apportait de nouvelles technologies dans les villes de toute l'Amérique. Pour transporter cette vision, GM a construit une flotte de véhicules extraordinaires connus sous le nom de Futurliner. Seulement 12 Futurliner ont été construits. Chacun mesurait presque 11 mètres de long et plus de 3 mètres de haut, dominant le trafic normal. Ce n'étaient ni des autobus ni des camions au sens conventionnel. Chaque véhicule transportait un module d'exposition autonome. Des panneaux latéraux géants s'ouvraient pour révéler des scènes, des écrans et des espaces de démonstration. À l'intérieur se trouvaient des expositions sur les moteurs à réaction, l'électricité, les appareils électroménagers et le transport futuriste. Mécaniquement, les Futurliner étaient des véhicules commerciaux de services lourds qui utilisaient des composants de camions GM adaptés à leurs énormes carrosseries personnalisées. Ils possédaient de grands moteurs à essence, des châssis résistants et des systèmes électriques complexes pour alimenter les expositions. Ils voyageaient en convoi, formant un spectacle roulant qui transformait les parkings et les foires en expositions mondiales temporaires. Ce qui rend le Futurliner si étrange est son but. Il n'était pas destiné à transporter des marchandises ni à construire des infrastructures. C'était une machine de marketing. Chaque courbe, chaque bande chromée, chaque panneau surélevé était conçu pour impressionner et inspirer. Il combinait numéro 8, GM, Futurliner, États-Unis, 1940. À la fin des années 30 et au début des années 40, General Motors voulait montrer au public à quoi pourrait ressembler l'avenir. La compagnie a créé la Parade du Progrès, une exposition itinérante qui apportait de nouvelles technologies dans les villes de toute l'Amérique. Pour transporter cette vision, GM a construit une flotte de véhicules extraordinaires connus sous le nom de Futurliner. Seulement 12 Futurliner ont été construits. Chacun mesurait presque 11 mètres de long et plus de 3 mètres de haut, dominant le trafic normal. Ce n'étaient ni des autobus ni des camions au sens conventionnel. Chaque véhicule transportait un module d'exposition autonome. Des panneaux latéraux géants s'ouvraient pour révéler des scènes, des écrans et des numéros 7, Rotterdam Atlantique, Royaume-Uni, 1952. Au début des années 50, l'industrie du transport britannique faisait face à un défi croissant. La reconstruction d'après-guerre exigeait le mouvement de charges massives. Machines industrielles, composants pour centrales électriques, équipements militaires et pièces d'infrastructures surdimensionnées. Les camions standards n'étaient tout simplement pas assez forts. Au lieu de se développer lentement comme les grands fabricants, une petite compagnie appelée Rotterdam Motors a émergé avec une idée audacieuse:
construire un tracteur routier si puissant qu'il pourrait tirer des charges auparavant considérées comme impossibles pour les autoroutes. Fondée par l'ingénieur George Rotinov en 1952, la compagnie a produit le Rotinov Atlantic puis le Super Atlantic. Ces machines n'étaient pas des camions ordinaires, c'étaient des tracteurs de l'Est, des véhicules conçus spécifiquement pour le transport de cargaisons extrêmement lourdes. L'Atlantic utilisait un châssis en acier massif, des essieux de service lourds et un moteur Rolls-Royce à essence dérivé de la technologie aéronautique et militaire. Cette unité motrice à elle seule le distinguait des camions conventionnels de l'époque, qui utilisaient typiquement des moteurs diesel modestes. Le but de l'Atlantic était singulier, déplacer un poids extraordinaire. Il pouvait tirer des remorques multi-essieux avec des charges bien au-dessus de la capacité des véhicules routiers standards. Seulement un très petit nombre a été construit, moins de 40 Atlantics et Super Atlantics au total. Beaucoup ont été exportés vers des pays aux terrains exigeants et aux besoins spécialisés, incluant la Suisse, où ils ont servi dans des rôles militaires et industriels. Ce qui rend le Rotinov Atlantic étrange n'est pas seulement sa rareté, mais son échelle. Il semble surdimensionné même à côté des camions lourds modernes. Sa cabine se situe haut et est étroite, montée sur un châssis qui semble plus industriel qu'automobile. Il ne ressemble pas à un véhicule de livraison ni à un tracteur routier. Il s'apparente à une pièce mobile d'équipement, d'usine. Rotinov Motors n'a pas pu survivre à long terme. Le marché pour des véhicules aussi extrêmes était minuscule et les fabricants plus grands ont fini par entrer dans le segment du transport lourd avec des modèles plus standardisés. À la fin des années 50, Rotinov a cessé ses opérations. Cependant, les machines elles-mêmes se sont révélées durables. Plusieurs survivent aujourd'hui dans des musées et des collections privées, encore capables de se déplacer des décennies après leur création. L'Atlantic représente un moment où la vision d'un ingénieur a brièvement dépassé l'industrie. Il est étrange parce qu'il ressemble à un prototype qui s'est échappé. Numéro 7, Rotinov Atlantic, Royaume-Uni, 1952. Au début des années 50, l'industrie du transport britannique faisait face à un défi croissant. La reconstruction d'après-guerre exigeait le mouvement de charges massives. Machines industrielles, composants pour centrales électriques, équipements militaires et pièces d'infrastructures surdimensionnées. Les camions standards n'étaient tout simplement pas assez forts. Au lieu numéro 6, Marmon Harrington, États-Unis, années 30-50. Aujourd'hui, nous tenons pour acquis qu'un camion peut avoir une traction sur les 4 roues. Mais il y eut un temps où cela n'existait pas. Une époque où si vous vouliez sortir de l'asphalte, vous étiez seul. Marmon Harrington a changé cela. Cette compagnie américaine ne fabriquait pas de camions à partir de zéro. Elle faisait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle prenait des camions communs de Ford et Chevrolet, ceux que n'importe quel garage connaissait, et les transformait en bêtes tout-terrain. Ils ajoutaient des essieux, avant-moteur, des boîtes de transfert, des suspensions renforcées et tout le nécessaire pour qu'un véhicule de livraison puisse grimper une montagne. Le résultat était un hybride mi-machine d'usine, mi-projet d'ingénierie spécialisée. Chaque conversion était unique, faite sur mesure pour les besoins du client. Certains étaient que des 4x4 simples, d'autres se transformaient en monstres à 6 roues et motrices. De l'extérieur, ils ressemblaient à des camions normaux, de ceux que vous voyez dans n'importe quelle rue américaine. Mais quand vous regardiez en dessous, quand vous voyiez cet enchevêtrement d'essieux et de transmission, vous vous rendiez compte que vous étiez devant quelque chose de complètement différent. Durant la Seconde Guerre mondiale, Marmon Harrington est devenu un fournisseur crucial pour les forces alliées. Ces camions traversèrent des déserts, des jungles et des montagnes où aucun autre véhicule ne pouvait passer. Ils apportaient des fournitures sur la ligne de front, tirèrent des pièces d'artillerie, sauvèrent des vies sur les fronts les plus reculés. Après la guerre, ils ont continué à travailler dans des endroits où les routes... Numéro 6, Marmon Harrington, États-Unis, années 30-50. Aujourd'hui, nous tenons pour acquis qu'un camion peut avoir une traction sur les 4 roues. Mais il y eut un temps où cela n'existait pas. Une époque où si vous vouliez sortir de l'asphalte, vous étiez seul. Marmon Harrington a changé cela. Cette compagnie américaine ne fabriquait pas de camions à partir de zéro. Elle faisait quelque chose de beau. Numéro 5, Tatra 111, Tchécoslovaquie, 1942. Tandis que les fabricants occidentaux construisèrent leurs camions sur des châssis à longerons, 2 poutres parallèles unies par des traverses, en Tchécoslovaquie, quelqu'un a décidé de prendre un chemin radicalement différent. Tatra a développé un système qui semblait sorti d'une autre planète. Un châssis à tube central, une énorme colonne vertébrale qui parcourait tout le véhicule, protégeant la transmission à l'intérieur et soutenant des essieux oscillants indépendants sur chaque roue. Cette conception semblait étrange aux yeux des ingénieurs conventionnels, mais elle présentait des avantages incroyables. Le tube central protégeait les composants vitaux des chocs et des rochers. Les essieux oscillants permettaient aux roues de bouger indépendamment, maintenant la traction sur des terrains où d'autres camions patinaient sans remède. Et en plus de tout cela,
Tatra montait des moteurs refroidis par air, incluant un 12 cylindres en V-diesel dans les premières versions. Le Tatra 111 est devenu légendaire dans les endroits les plus froids de la planète. En Sibérie, où les températures tombaient de bien en dessous de zéro et où les moteurs à eau gelaient en bloc solide, les Tatras continuèrent de démarrer. L'air ne gèle pas. Et cette simple vérité a maintenu ces camions au travail quand tout le reste était paralysé. Ils transportaient du bois, des machines et des fournitures à travers la toundra sibérienne, par des chemins qui ne méritaient pas ce nom. Les chauffeurs racontaient que vous pouviez le laisser une nuit à 40 degrés sous zéro et que le lendemain, avec un peu de patience, le 12 cylindres en V revenait à la vie. Plus de 34 000 unités ont été construites. Ce n'était pas une expérience, c'était la colonne vertébrale du transport dans une moitié de l'Europe de l'Est et une grande partie de l'Union soviétique. Visuellement, le Tatra 111 reste étrange même aujourd'hui. La cabine, haute et étroite, repose sur un capot extrêmement long. Les roues, à cause des essieux oscillants, adoptent des angles étranges quand le camion est déchargé. Il ressemble à un véhicule assemblé sous des règles différentes et il l'est. Il représente une branche évolutive distincte dans l'histoire du camion, une qui a priorisé la survie sur la familiarité. Numéro 4, Leyland Octopus, Royaume-Uni, 1934. Bien avant que les remorques articulées ne dominent les routes, déplacer des charges lourdes demandait des solutions créatives. La plus créative de toutes fut le Leyland Octopus. 8 roues, toutes sur un châssis rigide. 2 essieux avant directeur et 2 essieux arrière moteur. 8 roues travaillant ensemble pour distribuer le poids et déplacer des charges qu'aucun camion de 4 ou 6 roues ne pouvait rêver d'emporter. À une époque antérieure aux conteneurs standardisés et aux semi-remorques de haute capacité, cette configuration permettait de transporter des cargaisons industrielles énormes directement sur un seul véhicule rigide. Acier, machines, matériaux de construction, tout tenait dans l'Octopus. Les premiers modèles utilisaient que de grands moteurs à essence, plus tard remplacés par les propres moteurs diesel de Leyland. Pendant des décennies, la plateforme a évolué, mais le concept central est resté: maximiser la charge dans les limites du réseau routier. Pour les entreprises de construction, les services municipaux et les industries lourdes, l'Octopus est devenu indispensable. Ce qui rend l'Octopus étrange aujourd'hui est sa simple présence. Sa carrosserie longue et au côté plat, ses multiples essieux, sa forme rigide, tout cela le fait paraître presque préhistorique. À côté des combinaisons modernes de tracteurs et remorques, où le transport lourd actuel dépend d'articulations et de modules, l'Octopus portait tout sur un seul châssis immense. Mais ce n'était pas de l'inefficacité, c'était de l'innovation. À un moment où l'infrastructure routière et les réglementations évoluaient encore, Leyland a conçu un camion qui repoussait les limites de ce que les routes pouvaient supporter. L'Octopus a aidé à démontrer que le transport routier pouvait rivaliser avec le chemin de fer pour les charges lourdes, façonnant l'avenir de la logistique commerciale britannique. Les exemplaires qui survivent aujourd'hui ressemblent à des reliques. Numéro 4, Leyland Octopus, Royaume-Uni, 1934. Bien avant que les remorques articulées ne dominent les routes. Numéro 3, Berliet-Tessan, France, années 50. Dans les années 50, la France cherchait à étendre son influence au Sahara. Le problème était que le désert n'a pas de route, et déplacer des machines lourdes à travers les dunes de sable exigeait quelque chose que personne n'avait construit auparavant. Berliet, le constructeur français, a répondu avec le Tessan, un monstre qui ressemblait plus à un immeuble sur roues qu'à un camion. Ses pneus mesuraient plus de 2 mètres de haut, chacun pesait plus qu'une voiture citadine, et le camion était si large qu'il occupait 2 voies complètes d'une autoroute moderne. Pour vous donner une idée, lorsqu'il circulait sur route, il était impossible de le dépasser. Il n'y avait tout simplement pas d'espace. Sous son capot, ou plutôt sous sa cabine, il abritait un moteur diesel 12 cylindres en V qui développait 600 chevaux, un chiffre monstrueux pour l'époque. Mais le plus impressionnant n'était pas la puissance, mais ce qu'il pouvait déplacer. Des charges allant jusqu'à 100 tonnes sur le sable meuble du désert. Pour y parvenir, Berliet a dû faire face à un problème inattendu. Il n'existait pas de pneus capables de supporter un tel poids sans s'enfoncer dans le sable. Ils ont donc dû concevoir des pneus spéciaux, fabriqués exclusivement pour ce camion avec une largeur et une sculpture jamais vues. Le Tessan a travaillé dans les mines du Sahara pendant des années, déplaçant des équipements de forage et des transformateurs géants. C'était un dinosaure mécanique dans un environnement préhistorique. Le plus incroyable avec le Tessan, c'est son échelle. Quand on le voit à côté d'un camion normal, le cerveau entre en conflit. Les proportions ne collent pas. Un tel véhicule ne devrait pas exister. Mais il a existé, il a travaillé, et il a prouvé qu'avec assez de puissance et de conception, presque n'importe quelle masse peut être déplacée. Numéro 2, Oshkosh 8x8, États-Unis, années 70.
Si vous avez déjà vu un insecte géant et ressenti ce mélange de fascination et de répulsion que produit ce qui n'est pas humain mais bouge avec intention, l'Oshkosh à 8 roues vous procurera exactement la même sensation. Conçu pour l'armée américaine dans les années 70, ce camion ressemblait à une araignée mécanique prête à grimper sur n'importe quelle surface, aussi impossible soit-elle. Il avait 8 roues et le plus important, les 8 étaient de ses motrices. Il n'y avait pas de roues mortes, pas de point faible. Mais ce qui le rendait véritablement spécial, c'était son système de direction. Non seulement les roues avant tournaient, mais les roues arrière et celles du milieu le faisaient aussi, permettant à ce colosse de 30 tonnes de tourner pratiquement sur lui-même. Imaginez un camion de la taille d'une maison manœuvrant dans un espace où une voiture normale aurait des difficultés à se garer. C'était cela l'Oshkosh. Il a été conçu pour une mission très spécifique. Transporter des missiles balistiques et des équipements lourds à travers des terrains sans route, là où n'importe quel autre véhicule resterait bloqué après quelques mètres, victime de la boue, du sable ou de la neige. Sa capacité à franchir des obstacles, à grimper des pentes qui ressemblaient à des murs, à traverser des rivières et des bourbiers sans broncher, en a fait un outil stratégique inestimable pendant les années les plus tendues de la guerre froide. Les chauffeurs qui l'ont conduit racontent qu'au début, cela faisait peur, une sensation étrange dans l'estomac, car ce système de direction sur les 8 roues faisait réagir le camion de manières inattendues. Mais une fois que l'on apprenait à lui faire confiance, on découvrait qu'on pouvait l'emmener dans des endroits dont aucun autre véhicule ne pouvait rêver. Une araignée mécanique de 30 tonnes qui, encore aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, impose le respect et provoque l'incrédulité. Numéro 1, le roi de l'oubli. Numéro 1, le roi de l'oubli, Ace HDX, Canada, années 50-80. Si vous avez déjà vu de la vapeur sortir des roues d'un camion, comme si la machine expirait son dernier souffle ou se préparait pour une bataille, vous regardiez probablement un Ace HDX. Ce n'était pas un camion de livraison urbain, ni un véhicule de construction conventionnelle. C'était un monstre de l'industrie forestière canadienne, conçu pour une seule mission, descendre des montagnes chargées de troncs géants sans mourir dans l'effort. Les routes d'exploitation forestière en Colombie-Britannique étaient, et restent, parmi les plus dangereuses de la planète, des pentes si inclinées que les freins conventionnels surchauffaient et lâchaient tout simplement, transformant la descente en une roulette russe. Des charges de 200-300 000 livres de bois poussant vers le bas, essayant de transformer le camion en un projectile incontrôlable. La solution de Ace fut aussi simple qu'effrayante. Un système de frein refroidi par eau. Le camion transportait un réservoir énorme d'une capacité de centaines de litres dont le seul but était de vaporiser de l'eau constamment sur les tambours de frein pour éviter qu'ils n'atteignent des températures critiques. Car un Ace HDX descendant une montagne chargée était fondamentalement un incendie potentiel en mouvement, une boule de métal au rouge vif sur le point de perdre le contrôle. Quand on le voyait descendre, on pouvait remarquer la vapeur sortant des roues comme si la machine respirait, comme un dragon mécanique exhalant son souffle après une longue journée. Sa structure était brutaliste, carrée, lourde, construite sans concession à l'esthétique ni au confort. La plateforme de chargement pouvait mesurer jusqu'à 14 pieds de large pour soutenir les troncs les plus imposants que les machines forestières pouvaient couper. Sa hauteur était intimidante, sa présence écrasante. C'était un géant conçu pour un environnement où une erreur signifiait tomber d'un précipice de centaines de mètres, où la vie des conducteurs dépendait du bon fonctionnement de ses freins refroidis chaque seconde de chaque descente. Et ce qui est incroyable, ce qui défie toute logique, c'est que beaucoup de ces camions travaillent encore dans les forêts aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont modernes, ni parce qu'ils possèdent la dernière technologie de sécurité, mais parce qu'ils sont trop résistants pour être mis à la retraite. Construits à une époque où l'ingénierie cherchait quelque chose de plus simple mais de bien plus audacieux, les Ace HDX sont toujours là, défiant le temps, les montagnes et la gravité elle-même. Car au final, ces camions ne transportaient pas seulement du bois. Ils transportaient de l'obsession humaine de repousser les limites du possible, d'aller un peu plus loin, de porter un peu plus de poids. Et c'est pour cela que, sans aucun doute, le Ace HDX est le roi incontesté des camions oubliés.